Alors que dans un autre domaine, on ressent cruellement le manque de connaissances. Le fonctionnement du corps humain, par exemple, reste encore très mystérieux. Un étudiant de Louvain tente de faire une description précise de l'anatomie de l'être humain. Louvain, une ville flamande au milieu du XVIe siècle. C'est l'époque de la foire. Et la principale attraction, c'est une dissection publique. On découpe le cadavre d'un condamné à mort pour faire progresser la médecine. Et tout le monde peut y assister. Une humiliation qu'on veut infliger à la famille du supplicié. André Vézal, un étudiant en médecine, est venu lui aussi. Mais ce qu'il voit le met en colère. Là, devant lui, le professeur et son assistant parlent d'organes qu'ils ne savent même pas situer. À l'époque, en Europe, on sait peu de choses du corps humain. Dans les universités, on continue à se référer à ce que croyait le médecin de la Rome antique, Galien. Son enseignement remonte à plus de 1300 ans. Mais l'étudiant en médecine Vézal doit s'y tenir. On ne connaît pas l'emplacement des organes dans le corps humain. Seule la dissection des animaux est autorisée. On suppose donc que la disposition est identique dans le corps humain. Les ouvrages de Galien continuent à faire autorité. Lui-même se réfère aux savants de la Grèce antique. Des épidémies comme celle de la peste dépeuplaient régulièrement des villes et de vastes territoires, sans que personne ne trouve d'explication plausible à ces catastrophes. Au XVIe siècle, les malformations, les mauvaises récoltes, la mort, les épidémies ou les maladies sont considérées comme une punition divine, ou comme l'œuvre du diable, comme la manifestation du mal dans le corps humain. Des millions de gens meurent sans que les médecins ne puissent en expliquer les causes. Les soins, comme par exemple la saignée, se fondent sur les travaux des médecins de l'Antiquité. L'enseignement d'Hippocrate était toujours une référence à l'époque. Il partait du principe que la santé dépendait essentiellement des 4 humeurs du corps, le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire, et que la maladie est provoquée par un déséquilibre entre ces fluides corporels. Pendant plus de 1000 ans, il n'y avait eu aucun progrès ni pour les diagnostics, ni pour les soins. Bien souvent, le diagnostic n'est basé que sur un examen approfondi des urines. Les seuls remèdes connus sont les plantes médicinales, dont l'effet bénéfique n'est pas forcément prouvé. Vézal, l'étudiante en médecine de Louvain, refuse de se satisfaire de ses maigres connaissances. Vézal est le premier à oser réfuter les enseignements de l'Antiquité, en particulier les théories de Galien. Il défend une anatomie complètement différente, basée sur l'observation directe de cadavres humains et non déduite de celle des animaux. Vézal veut à tout prix connaître le corps humain. Il lui faut donc étudier des cadavres humains. Il obtient l'autorisation de l'université renommée de Padoue, où il poursuit ses recherches. Mais l'université ne lui fournit pas de cadavres. En effet, selon les instructions du pape, il est toujours interdit d'étudier les cadavres humains. Mais sur les lieux d'exécution,
on trouve les corps des suppliciés qu'il est défendu d'inhumer en terre consacrée. Il est interdit aussi de les emporter. Qui se préoccupe de ces morts? Que fait Vézal, le jeune anatomiste? Il fait affaire avec des individus peu recommandables. Ecco I soldi, andate adesso. Les préparations conservées au Josephinum de Vienne montrent comment Vézal a étudié ces cadavres. Une couche après l'autre, une incision après l'autre, le corps humain révèle la manière dont il fonctionne. Les vaisseaux sanguins et les muscles, les tendons et le squelette sont bien visibles dans leurs interactions. Avec Vézal commence une ère nouvelle pour la médecine. L'anatomie devient une matière essentielle pour les études médicales. À l'âge de 23 ans, Vézal est nommé professeur à Padoue. Cette technique innovante va le rendre célèbre. Il est invité dans plusieurs universités proches de Padoue pour faire des dissections anatomiques et dispenser son enseignement. La réputation de la faculté de médecine de Padoue va grandissante depuis que Vézal y enseigne. Des étudiants venus de toute l'Europe se pressent pour assister à ces cours d'anatomie. La salle où ils avaient lieu a été conservée jusqu'à nos jours. Oggi vi farò vedere che l'anatomia dell'uomo è molto diversa da quella del maiale. Vézal obtient à Padoue son diplôme de docteur en médecine et devient un homme de science respecté dans l'Europe entière. Il réalise des dissections publiques. Ses démonstrations d'anatomie sont dans la ville un événement très couru. Vézal pratique lui-même les incisions. Il sait exactement ce qu'il fait et trouve les organes qu'il cherche. Poi vi descriverò come fare per farle bollire. C'est ici, dans l'amphithéâtre d'anatomie, que les étudiants et les curieux peuvent assister en 1537 aux dissections du célèbre anatomiste flamand. Grâce à ces travaux réalisés à Padoue, la médecine européenne s'enrichit de données nouvelles sur une base scientifique. En 1543, la même année que Copernic, Vézal publie à Bâle une œuvre magistrale, La construction du corps humain, De Humani Corporis Fabrica. Il démontre dans ces pages que l'étude des cadavres est la seule manière fiable de faire progresser la connaissance du corps humain. Il est le premier à avoir écrit un ouvrage pédagogique concernant l'anatomie humaine. Grâce à ses recherches, il surpasse les anciens et corrige leurs erreurs, qui avaient été pendant des millénaires la seule référence. Il devient l'un des médecins les plus en vue en Europe et soigne même la noblesse à la cour d'Espagne. Vézal a bien plus d'expérience que la plupart de ses collègues. Souvent, il sait d'avance qu'il n'y a plus d'espoir. Les familles trouvent suspect que Vézal en sache plus que ce qu'elles voient. Et si le malade meurt, cela ne prouve pas à leurs yeux qu'il est un bon médecin. Au contraire, elles trouvent tout cela bien étrange. Afin de confirmer son diagnostic, Vézal devrait pouvoir faire immédiatement l'autopsie du défunt. Mais ni les familles ni l'Église ne l'y autorisent. Tous
veulent avoir pour la résurrection, au jour du jugement dernier, un corps intact. La tradition et la foi s'opposent souvent à la soif de connaissance de l'anatomiste. C'est grâce à lui qu'on connaît la structure des organes et les pathologies. Il a développé une approche nouvelle de l'anatomie basée sur l'image qui a abouti aujourd'hui, grâce au progrès de la technique, à la tomographie et à la résonance magnétique. Un diagnostic complet n'est plus pensable aujourd'hui sans l'aide de ces techniques. Grâce à ses recherches, sa soif de connaissance et ses dessins précis, le jeune médecin Vézal a permis à la médecine européenne de passer du domaine de la spéculation à celui de la science. Jan Hus, Nicolas Copernic et André Vézal ont tous trois mis en doute les connaissances traditionnelles et aucune autorité n'a pu les empêcher d'ouvrir au savoir des voies originales. Cette attitude est à l'origine de l'essor de toutes les sciences. Elle marque le début de l'ère moderne en Europe et annonce le siècle des Lumières. Depuis cette époque, tout pouvoir qui méprise l'individu doit craindre ceux qui veulent comprendre et s'en donnent les moyens.